Bonjour! Nous apprenons que la France a créé un fichier des personnes trans, hein, un genre, j'imagine, de liste de Schindler du trans. Alors, ils disent que c'est pour une simplification administrative, parce que bon, en effet, quand madame devient monsieur et monsieur devient madame, bon, ça peut être un petit peu compliqué. Les associations ne le voient pas du même œil, hein, et pensent que ça va, comment dire, partir en cacahuète, voilà. Donc révélé et dénoncé par plusieurs associations, hein, de défense des droits des personnes transgenres, un récent arrêté ministériel autorise la création d'un fichier de recensement des changements d'état civil. Mais moi je trouve ça bien, en premier abord évidemment. Oui, on se dit, bah comme ça il n'y a plus de problème. Quand quelqu'un appelle avec une grosse voix comme ça en disant bonjour, je m'appelle Martine, bon bah il regarde le fichier, il voit que Bidule est passé en mode féminin et puis c'est bon. Bon, après, hein, accessible par la police et présenté comme une simplification administrative, hein, du coup, ce texte aboutit en réalité à la constitution d'un fichier plus que douteux, hein, centralisant des données très sensibles et propice à de nombreuses dérives. Le choix de créer un tel fichier pose d'immenses problèmes, aussi bien politiquement que juridiquement. Bon, bah, on va voir ça plus en détail. Brève histoire du RNIP. Comme beaucoup d'actes réglementaires, hein, pris en fin d'année, l'arrêté du 19 décembre 2023 portant création d'un traitement automatisé des données à caractère personnel dénommé table de correspondance des noms et prénoms aurait pu passer inaperçu. Il est pourtant d'une sensibilité extrême. Mais c'est que des noms et prénoms. Enfin, bon. Avant de détailler le contenu, revenons rapidement sur le contexte et l'origine de ce texte. Celui-ci découle d'un autre acte réglementaire, hein, un décret cadre de 2019 relatif à l'utilisation du numéro d'identification au répertoire national des personnes physiques NIR. Le NIR, c'est ce fameux numéro de sécurité sociale, attribué à chaque personne à sa naissance, hein, sur la base d'éléments d'état civil transmis par les mairies à l'INSEE. Bien que dans les années 1970, le projet d'utiliser le NIR pour interconnecter des fichiers d'État ait inquiété et conduit à la création de la CNIL, hein, donc la carte d'identité. Il est aujourd'hui largement utilisé par les administrations fiscales dans le domaine des prestations sociales, dans l'éducation, encore la justice, ainsi que pour le recensement. Le NIR peut également être consulté au travers du répertoire national d'identification des personnes physiques, donc RNIP. Si, en théorie, ce numéro devrait être très encadré et contrôlé par la CNIL, son utilisation est aujourd'hui très étendue, comme le démontre ce fameux décret cadre de 2019, hein, qui recense la longue liste des traitements utilisant le NIR ou permettant la consultation du RNIP, régulièrement mise à jour, hein, pour ajouter chaque nouveau traitement lié au NIR ou RNIP. Le décret a ainsi été modifié en octobre 2023 pour autoriser une nouvelle possibilité de consultation du RNIP liée au changement d'état civil. C'est donc cela que vient ensuite préciser l'arrêté de décembre, objet de nos critiques. Ça y est, on y arrive. Lorsqu'on lit le décret et l'arrêté ensemble, on comprend qu'il accorde aux services de police un accès au RNIP pour la consultation des seules informations relatives à l'identité des personnes ayant changé de nom ou de prénom, en application du Code civil à l'exclusion du NIR, et ce, aux fins de transmission ou de mise à disposition de ces informations aux services compétents du ministère de l'Intérieur et des établissements qui lui sont rattachés de mise à jour de cette identité dans les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par eux. C'est une phrase beaucoup trop longue. Il s'agirait du premier accès au RNIP accordé au ministère de l'Intérieur. Un fichier de données sensible. Dans ce nouveau fichier, seront ainsi enregistrées pendant 6 ans les données liées au changement d'état civil ayant lieu après le 19 décembre 2023. Les noms de famille antérieurs et postérieurs au changement de nom, les prénoms antérieurs et postérieurs au changement de prénom, la date et le lieu de naissance, la date du changement de nom ou de prénom, le texte et le cas échéant, la filiation. Ces changements ne concernent pas l'utilisation d'un nom d'usage tel que le nom de la personne avec qui l'on est marié, qui est le changement le plus courant. En pratique, de telles modifications d'état civil concerneraient 2 principales situations. Le changement de prénom, lors d'une transition de genre, ou le changement de nom et ou prénom que des personnes décident de franciser, notamment après une obtention de papier. Si le fichier apparaît comme un instrument de simplification administrative au premier regard, bah oui, enfin d'après moi oui, il constitue également, comme l'ont dénoncé les associations de défense des droits LGBTQI+, moins, ah non, pardon, c'est le trait. Un fichier recensant de fait les personnes trans et une partie des personnes immigrées.
Mais je vois pas le problème, hein, très honnêtement. Enfin, jusqu'ici. Après, bon, eux, ils trouvent toujours des problèmes un peu partout, mais jusqu'à présent, je ne vois pas de problème. D'un point de vue juridique, notre analyse nous conduit à estimer que ce fichier, que ce fichier contient des données dites sensibles, car elles révéleraient la prétendue origine raciale ou l'origine ethnique, et donc, ainsi que des données concernant la santé. Bah, un changement de texte, en fait. Je vois pas. Oui, bah oui, vu qu'il y a un changement de prénom et un changement de machin, forcément que. Et un changement de texte, forcément qu'il faut les. Oui, ils veulent en venir, je comprends pas. La Cour de justice de l'Union européenne a récemment établi que la définition des données sensibles devait être interprétée de façon large et considère que si des données personnelles sont susceptibles de dévoiler, même de manière indirecte, hein, des informations sensibles concernant une personne, elles doivent être considérées comme des données sensibles. Ah bon. Dans cette même décision, la Cour ajoute ainsi que si les données traitées ne sont pas sensibles lorsqu'elles sont prises indépendamment, mais que par recoupement avec d'autres données, fait par le traitement ou par un tiers, elles peuvent malgré tout révéler des informations sensibles sur les personnes concernées, alors elles doivent être considérées comme étant sensibles. Ah non, mais là vous chipotez, hein. Donc, alors, on va reprendre. La prétendue origine raciale, donc déjà j'aime bien prétendue, mais si tu arrives, tu immigres en France. Bon. Voilà, tu arrives en France, tu as un prénom qui n'est pas français, tu veux changer de prénom pour avoir un prénom français. Évidemment que tu n'es pas originaire de France, tu n'es pas français, et du coup, ça, c'est noté dans le machin. Je vois pas en quoi c'est un problème. Enfin, le mec, il est bridé, on va bien se rendre compte qu'il n'est pas français de base. Je sais pas, vietnamien, coréen, enfin, je vois pas en quoi c'est une donnée sensible et surtout pourquoi ça devrait être interdit d'être affiché. On n'a plus le droit de savoir d'où viennent les gens. C'est devenu interdit de connaître l'origine des gens. C'est incroyable. C'est exactement le cas ici. Et du coup, pour le changement de texte aussi, c'est interdit de savoir que la personne a changé de texte. C'est une donnée sensible. Parce que bon, on les connaît nos trans, hein, c'est pas les trans asiatiques où on y voit que du feu. Nos trans, c'est Bébert qui a mis une perruque. Évidemment que ça se voit que c'est un mec, évidemment. Mais du coup, on n'a plus le droit de le dire. C'est sensible. Bon, c'est exactement le cas ici. Les noms et prénoms ne sont pas des données sensibles, mais si une personne tierce a en parallèle l'information que ceux-ci ont été modifiés, elle peut par recoupement en déduire des informations sur la transidentité d'une personne. Mais ça se voit que c'est Bébert avec une perruque. Enfin, il n'y a pas besoin de données, il n'y a rien, il y a besoin juste d'une paire d'yeux qui changerait de Julia à Félix ou son origine, qui passerait de Fayad à Fayard, ok, pour reprendre l'exemple donné par l'État. Et puis, enfin, je sais pas, on a un Coréen qui va s'appeler Mathieu. On sait très bien qu'il s'appelle pas Mathieu, qu'il a son prénom coréen. Je sais pas, c'est juste évident. Enfin, faut être complètement débile pour pas savoir ça. Cette table de correspondance crée donc... En fait, vous voulez juste mentir aux gens. Cette table de correspondance crée donc en réalité un traitement de données sensibles. Or, celles-ci sont particulièrement protégées par la loi. L'article 6 de la loi informatique et liberté de 1978 et l'article 9 du RGPD pose une interdiction de principe de traiter ces données et prévoit un nombre limité d'exceptions l'autorisant. Pourtant, dans sa délibération sur le décret, d'ailleurs particulièrement sommaire, la CNIL ne s'est pas penchée sur cette conséquence indirecte mais prévisible de création de données sensibles. Celle-ci serait donc traitée en dehors des règles de protection des données personnelles. Ah non, mais ils chipotent, ils chipotent complètement. Il suffit d'avoir des yeux pour comprendre ça, il n'y a même pas besoin d'un fichier ou quoi que ce soit. Ils veulent tout cacher. Mais on le voit quand c'est un trans ou une trans, ça se voit enfin, il n'y a pas besoin d'aller fouiller dans des fichiers ou des machins. C'est incroyable. À destination de la police. Ensuite, la raison d'être de ce fichier particulièrement sensible, bah non, du coup, interroge. La finalité avancée dans l'arrêté est la consultation de l'identité des personnes ayant changé de nom ou de prénom en application des articles 60, 61, 62, voilà. Et la mise à jour de cette identité dans les traitements de données à caractère personnel que le ministre de l'Intérieur ou les établissements publics qui lui sont rattachés mettent en œuvre. En première lecture, on pourrait imaginer qu'il s'agit de simples facilités de mise à jour administrative. Pourtant, non, tout est contre nous. Pourtant, celle-ci diffère des procédures existantes. En effet, aujourd'hui, lorsqu'une personne change de prénom et ou de nom, la mairie ayant enregistré le changement d'état civil informe l'INSEE qui met à jour le RNIP et prévient les organismes sociaux et fiscaux pour l'emploi, les impôts, la CPAM, tout ça,
En parallèle, la personne concernée doit faire un certain nombre de procédures de modification de son côté, un carte d'identité, sécurité sociale, permis de conduire. Aucune administration n'a donc à aucun moment accès à un fichier recensant les changements d'état civil, puisque ces modifications sont faites de façon distribuée, soit à l'initiative de l'INSEE, soit à celle de la personne concernée. Pourquoi ne pas en rester là? La raison tient sans doute au fait qu'en réalité, ce fichier est un des instruments de surveillance de la police. La lecture des nombreux destinataires du traitement est éloquente. Il s'agit des agents habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale, des agents habilités des services centraux du ministère de l'Intérieur et des préfectures et sous-préfectures, des agents effectuant des enquêtes administratives pour des emplois publics ou demandes de séjour, ou des enquêtes d'autorisation de voyage, ou encore de l'Agence nationale des données du voyage, du commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire et du Conseil national des activités privées de sécurité, sécurité privée qui a de plus en plus de pouvoir depuis la loi sécurité globale. C'est enfin fini. On le comprend alors, cette table de correspondance a pour unique but d'être consultée en parallèle d'autres fichiers de police dont le nombre a explosé depuis 20 ans. Il y en aurait aujourd'hui plus d'une centaine et dont les périmètres ne cessent de s'élargir. Pourquoi avez-vous tant peur de la police? Moi je m'en fiche qu'ils aient des infos sur moi. Parce que je ne fais rien de grave. Je ne mets pas une perruque pour aller toucher des enfants. Pardon. Ainsi, par exemple, lorsqu'un agent de police contrôle l'identité d'une personne, il ne consultera plus seulement le fichier de traitement des antécédents judiciaires, mais également ce fichier des personnes ayant changé de nom. Le premier lui permettra alors de connaître les antécédents de la personne et le second de savoir si elle est trans ou étrangère. Et donc, je vois toujours pas où est le problème. Non, je vois pas. Je lis, je relis, je ne vois pas où est le souci que lors d'un contrôle de police, ils sachent que t'es trans. Au contraire, c'est bien. Enfin, pourquoi ils devraient pas le savoir, vu que si justement c'est un homme trans, mais bon, que ça se voit pas, généralement physiquement ça se voit pas, au moins ils vont les mettre dans des cellules pour femmes pour qu'ils puissent les toucher, pardon. Si les deux situations soulèvent des inquiétudes sérieuses, attardons-nous sur le cas des personnes trans. Elles seront outées de fait auprès de la police qui aurait alors connaissance de leur dead name. Or, de nombreux... Mais ça se voit enfin, mais dans quel monde vous vivez? Vous croyez vraiment que vous passez inaperçu? Que des hommes trans ou des femmes trans, alors surtout les femmes, vous pensez vraiment que vous passez inaperçu, on vous prend naturellement pour des femmes? Évidemment que non. Mais c'est dingue d'être floué comme ça, j'ai pas d'autre mot, c'est incroyable. Mais ça se voit immédiatement que vous êtes des hommes. Et dans l'autre sens aussi. Or, de nombreux témoignages, tels que ceux recensés chaque année par SOS Homophobie dans ses rapports sur les LGBT-phobes, démontrent qu'il existe une réelle transphobie au sein de la police. Compte tenu de ces discriminations et des violences qui peuvent y être associées, fournir de telles informations à la police aura non seulement pour effet de les renforcer, mais peut également mettre en danger les personnes trans confrontées à la police. Mais pas du tout, mais ça se voit. Enfin, il y a Bernard, 1m90, comme ça, avec ses grosses épaules, qui est en jupe, mais évidemment que ça se voit. Il n'y a pas besoin, alors là, j'ai vraiment le sketch, je le visualise parfaitement. On a le mec, mais hyper baraqué, tout poilu comme ça. Bon, il a mis sa perruque, donc ça va. Qui se retrouve devant la police. Alors les policiers, voilà, ils font un petit contrôle comme ça, histoire d'eux. Ils se rendent compte de rien, attention, ils se rendent compte de strictement rien. Pour eux, c'est Madame Corinne, bon. Et là, ils regardent le fameux fichier et d'un coup, mon Dieu, c'est le choc. En fait, c'est un trans, enfin une trans du coup. Et ils changent complètement leur façon d'être parce qu'ils ne l'avaient absolument pas remarqué depuis le début. Oh mon Dieu. Ces craintes ont été partagées sur les réseaux sociaux et laissent entendre que certaines pourraient renoncer à entamer de telles démarches de changement d'état civil face à la peur d'être présentées dans un tel fichier. De façon générale, les personnes trans sont historiquement et statistiquement davantage victimes de violences policières. Par ailleurs, les informations de cette table de correspondance pourront venir nourrir le renseignement administratif, notamment le fichier PASP, qui permet de collecter un grand nombre d'informations, aussi bien les opinions politiques que l'activité des réseaux sociaux ou l'état de santé des dizaines de milliers de personnes qui sont fichées. Alors que ces capacités de surveillance prolifèrent, et finalement, pardon, petite parenthèse, mais je reviens avec mon asiatique, là, mon petit coréen. Du coup, parce qu'il s'appelle Mathieu, ils vont le regarder. Oui, bonjour monsieur Mathieu, voilà, tatata. Et là, ils regardent leur fichier et d'un coup, ils sont atterrés
d'apprendre grâce au fichier, hein, pas du tout parce qu'il a les yeux bridés et une bonne tête d'asiatique, hein, mais non, c'est le fichier qui va leur dire qu'en fait Mathieu est coréen et du coup voilà, ils vont devenir racistes immédiatement, instantanément après la lecture de ce fichier. Bien évidemment. Sans aucun réel contrôle du coup de la CNIL, nous avons déposé une plainte collective contre la TAJ il y a plus d'un an, toujours en cours d'instruction par l'autorité à ce jour. L'arrêté de décembre dernier offre à la police toujours plus de possibilités d'en connaître davantage sur la population et de nourrir son appétit de généralisation du fichage. Un choix dangereux en question. Au-delà de cette motivation politique, qui s'inscrit dans une extension sans limite du fichage depuis 2 décennies, il faut également critiquer les implications techniques liées à la création d'un tel fichier. En centralisant des informations, au demeurant très sensibles, non, l'État crée un double risque. D'une part, que ces informations, dès lors trop facilement accessibles, soient dévoyées et fassent l'objet de détournements et autres consultations illégales de la part de policiers, comme pour bon nombre de fichiers de police au regard du recensement récemment effectué par Mediapart. Oui, seigneur, Mediapart. D'autre part, du fait de la centralisation induite par la création d'un fichier, les sources de vulnérabilité et de failles de sécurité sont démultipliées par rapport à un accès décentralisé à ces informations. Avec de nombreux autres facteurs, nous formulions exactement les mêmes critiques en 2016 à l'encontre d'une architecture centralisée de données sensibles au moment de l'extension du fichier TES à l'ensemble des personnes détentrices d'une carte d'identité, cela aboutissant alors à créer un fichier qui centralise les données biométriques de la quasi-totalité de la population française. En somme, ce décret alimente des fichiers de police déjà disproportionnés en y ajoutant des données sensibles en dérogation du cadre légal, sans contrôle approprié de la CNIL et touche principalement les personnes trans et étrangères, facilitant par là le travail de surveillance et de répression de ces catégories de personnes déjà stigmatisées par la police. Cette initiative n'est pas unique à la France et s'inscrit dans un mouvement global inquiétant. En Allemagne, malgré l'objectif progressiste d'une loi de 2023 sur le changement de genre déclaratif, des associations telles que les TGU ont dénoncé le fait que les modifications d'état civil soient automatiquement transférées aux services de renseignement. Aux États-Unis, différents États ont adopté des lois discriminatoires vis-à-vis des personnes trans, forçant certaines personnes à détransitionner ou bien à carrément ou bien à quitter leur État pour éviter de perdre leurs droits. Au Texas, le procureur général républicain a essayé d'établir une liste des personnes trans à partir de données relatives aux modifications de texte dans les permis de conduire au cours des 2 dernières années. En outre, ce décret crée pour la première fois un accès pour le ministère de l'Intérieur au RNIP, répertoire pourtant réservé aux administrations sociales et fiscales. Or, l'expérience nous montre que toute nouvelle possibilité de surveillance crée un effet cliquet qui ne conduit jamais à revenir en arrière, mais au contraire à étendre toujours plus les pouvoirs accordés. Nous nous associons donc aux différentes organisations ayant critiqué la création de ce fichier stigmatisant et qui participent à l'édification d'un État policier ciblant des catégories de population déjà en proie aux discriminations structurelles. Nous espérons qu'outre ces dangers politiques, son illégalité sera dénoncée et conduira rapidement à son abrogation. Eh ben, tout ça pour ça. Bon, bien sûr, personnellement, je ne vois pas où est le problème. Ils vivent vraiment dans un autre monde. Je sais pas. Ils pensent vraiment que physiquement, il y a illusion parfaite quant à leur changement de texte, alors que non, on n'est pas stupide. Enfin bon. Bref, eh bien, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!